Alors, certaines des théories que nous venons de voir sont également relayées dans le documentaire Hold Up, devenu très rapidement viral. En ligne depuis le 11 novembre, il a déjà été vu par 6 millions de personnes. Il prétend démontrer les mensonges et les manipulations dont nous aurions été victimes depuis le début de l'épidémie de la Covid-19. Pourquoi remporte-t-il un tel succès? Pourquoi fait-il autant polémique? C'est ce que nous allons décrypter ce soir avec nos invités. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Bonsoir. Pierre Barnerias, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Votre parole est rare dans les médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rudi Reichstadt, vous êtes le fondateur de l'observatoire Conspiracy Watch qui décortique les théories du complot. Vous êtes aussi l'auteur de l'opium des imbéciles. Jérôme Marty, vous êtes médecin généraliste et auteur du scandale des soignants contaminés. Et nous sommes également en duplex depuis la Suisse avec le docteur Astrid Stuckelberger qui a participé au documentaire. Vous êtes, bonsoir madame, docteur en santé publique de la faculté de médecine de Genève et auprès de l'OMS. Et puis nous sommes en duplex également depuis l'Assemblée nationale avec Coralie Dubost, députée de l'Hérault. La République en marche. Merci de vous être libérés ce soir pour nous. Alors avant de débattre, parce que c'est important, pour bien comprendre ce dont on va parler, je vous propose de revenir rapidement et en images sur le phénomène Hold Up. C'est un documentaire événement qui enflamme la toile. Hold Up, mise en ligne le 11 novembre, aurait déjà été visionné plus de 6 millions de fois. Pendant un peu plus de 2h40, le documentaire attaque le gouvernement sur sa gestion de la Covid-19 et évoque des manipulations à l'échelle mondiale. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Il y a une incohérence et des contradictions, mais continues, au niveau politique et au niveau scientifique. De l'inefficacité du masque, en passant par l'hydroxychloroquine ou la fabrication du virus par l'Institut Pasteur, Hold Up promet de révéler toute la vérité sur la pandémie de coronavirus. Philosophe, chercheur et même prix Nobel, le film est porté par les interviews de 37 intervenants. Mais certains se sont désolidarisés depuis, comme la sociologue Monique Pinson-Charlot ou l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui affirment avoir été piégés. Je peux vous dire que je vais réfléchir à 3 fois avant d'accepter le moindre interview. Donc vous avez demandé à être retiré du film? Oui, bien sûr. Un film qui a pu voir le jour grâce à la plateforme de financement participatif Ulule. Pas moins de 5000 contributeurs ont fait grimper la cagnotte à presque 200 000 €. Comment ce documentaire choc est-il en train de devenir un phénomène de société? Un phénomène de société, un succès colossal. Pierre Barnerias, j'aimerais m'adresser à vous d'abord. On parlait de 3 millions de vues il y a quelques jours. Aujourd'hui, on nous annonce 6 millions de vues sur Internet. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? C'est bon, c'est pas un succès. Un film qui est arrêté net 24 heures après sa sortie, pour moi, j'appelle pas ça un succès. Donc, je me contrefiche du nombre de vues.
Moi, ce que je vois, c'est que c'est un film qui, 24 heures après sa sortie, a été censuré. Pourquoi on va y revenir? On va même détailler point par point ce qui est dit dans votre documentaire. Rudy Reichstadt, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement? Parce que vous refusez le terme de succès, mais enfin quand même 6 millions de vues, c'est énorme. Avant de parler de l'engouement, je voudrais dire juste un mot sur ce mot de censure. Il n'y a pas de commission de censure, a priori, en France aujourd'hui, et c'est tant mieux. On peut faire des films complotistes, pas complotistes, et les diffuser. En revanche, les plateformes sur lesquelles vous les proposez à l'achat, elles sont maîtresses chez elles, ces plateformes. Elles peuvent décider, si elles estiment que le contenu de votre film est diffamatoire, qu'il est dangereux. Moi, c'est ce que je pense, je vous le dis très sincèrement. Elles peuvent décider de le retirer, effectivement. Mais quand même, sa version en 2h43, elle est trouvable en 2 clics. J'ai fait l'expérience encore avant de venir, via Google. C'est très facile de le voir, en tout cas d'en voir l'essentiel. Donc parler de censure, je trouve que c'est presque méprisant pour les gens qui, dans certains pays, sont vraiment censurés et ne peuvent pas s'exprimer. Je crois que il a été retiré de Facebook, il a été retiré de Facebook, de YouTube. Mais on le trouve très facilement. Mais dans ces cas-là, on le trouve très facilement. C'est-à-dire que peut-être que ce film est tellement problématique. Le film est sorti, mais ça a été une pluie de boucliers. On était complotistes. Antisémite, c'est vrai en fait. Antisioniste. Mais c'est complotiste, c'est vrai en tout cas. Juste, vous me posiez la question. Pourquoi ce succès? Et là, je vais répondre sur... Je pense que ce succès n'est pas artificiel, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a... Votre film, il a rencontré un véritable écho qui n'est pas artificiel. Donc, ce n'est pas une bulle médiatique. On a beaucoup parlé parce qu'effectivement, les gens ont eu beaucoup d'intérêt pour ce film. Ils trouvent un écho parce qu'ils rencontrent une demande sociale de complotisme qui a été forgée au cours des années précédentes et notamment depuis le début de cette année 2020 où, en fait, ce film est un résumé, selon moi, de toutes les théories du complot, fake news, fausses informations, des choses... Très franchement, je vous le dis très sincèrement, vous êtes en face de moi, vous avez un visage avenant, je vous trouve sympathique. Mais très franchement, je me suis arraché les cheveux à chaque minute en regardant votre film. Comprenez aussi ce que ça peut susciter. Vous avez un propos qui est très fort, qui est très violent d'une certaine manière. Je comprenais que ça puisse susciter des levées de boucliers qui ne sont pas illégitimes. Il n'y a pas de volonté de vous censurer. Je voudrais entendre la parole politique au travers de Coralie Dubost. Vous avez vu ce film, j'imagine. Quelle a été votre réaction ? Ce n'est pas de l'investigation, ce n'est pas du documentaire, parce que vous ne mettez pas le spectateur en position d'avoir plusieurs arguments et de choisir. Vous imposez une lecture des choses qui est fabriquée en plus avec des raisonnements biaisés basés sur des données fausses. Donc vous comprenez qu'en accumulant les erreurs, c'est un peu le principe du plus c'est gros, plus ça passe. Mais l'ensemble est faux. Et puis surtout, vous n'apportez pas de contradiction. Et rien que cela devrait interpeller... normalement le concitoyen pour lui permettre de faire la part des choses. Et c'est probablement ce qui a interpellé les plateformes, même si vous ne voulez pas l'entendre. Ce que vous disiez, Rudy Reichstadt, tout à l'heure, et j'aimerais interroger le docteur Jérôme Marty à ce propos, c'est qu'il répond quand même, ce film, à une inquiétude, à des questionnements que se posent certains Français. Il ne répond pas à des questionnements, il arrive à un moment opportun, on va dire. On est face à une pandémie, on est face à un événement exceptionnel. On est face à un moment où on a à connaître une pathologie qu'on ne connaissait pas. On a donc des doutes forts. Il y a eu des erreurs de fait par le commandement au départ avec des discours qui ont été blancs un jour, noirs le lendemain et qui ont donné lieu à ces doutes-là. Et par-dessus ça, on a un film qui surfe sur ses peurs, sur ses doutes, etc. Alors le problème, c'est que à un moment, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Quand on fait parler des gens, il faut avoir leur curriculum vitae pour savoir si ces gens-là sont sérieux. On a dans ce film des gens qui prétendent que la Lune est un satellite artificiel creux. On a des gens qui ont fait des essais cliniques sauvages sur des enfants autistes. On a des gens qui nous disent qu'une molécule leur a été donnée par Dieu. On a des gens qui dirigent des instituts pour la valorisation des données de santé où il y a 2 personnes dedans. Donc on a des escrocs, on a des charlatans, et on fait un film comme ça. Et on fait parler ces gens, et on s'étonne que les plateformes reculent. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Docteur Marty, on va parler bien sûr de ce que tous ces intervenants disent. Comment avez-vous fait votre casting, Pierre Barnérias ? Tous ces propos sont faux. Et moi, dans ce film, je ne me suis pas intéressé au passé des personnes. Je me suis intéressé à ce qu'elles rapportent leur analyse par rapport au Covid. Là, vous êtes en train de faire un listing en disant « Tiens, il y a Silvano Trotta, oui, qui a des... » Il y a 2 prix Nobel. Qui parle de la Lune. On s'en fout de ce qu'il parle.
Sylvain Autrota, ce qui est intéressant, c'est que c'était un lanceur d'alerte et tout ce qu'il a dit était sourcé. C'est ça qui m'intéresse, monsieur. Mais non, Justement, monsieur. c'est ça le Mais quelle problème. source? Ah bah, quelle source? Mais absolument pas. Eh ben, Est-ce qu'on peut revenir à des choses qui concernent les Français au quotidien, comme par exemple le masque? Donc, première affirmation du documentaire, les masques seraient inefficaces, voire dangereux. On va écouter un extrait du documentaire Hold Up. Mais les masques en coton, on sait que c'est moins protecteur. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pas très protecteur, puisque c'est même marqué sur la boîte que ça ne protège pas des infections. Qu'est-ce que nous, Français, en pleine crise, aujourd'hui très inquiets, on peut conclure quand on entend cela? écoutez, c'est pas moi qui le dis. C'est un médecin qui est dermatologue. Et regardez, sur les masques, je pense que c'est un très bon exemple. Regardez comment on nous a trimballés pendant 3 mois avec les masques. On nous disait que c'était obligatoire, on nous disait que ça ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade. C'est pas moi qui le disais, c'était le gouvernement. Donc quand vous avez un gouvernement qui nous dit en début de pandémie, vous inquiétez pas, les masques, ça ne sert à rien, c'est même pas la peine. Après, c'est obligatoire. Et même aujourd'hui, je croise en forêt des gens qui sont sains et qui portent des masques. Donc à un moment donné, devant toutes ces questions sans réponse, oui, j'ai décidé d'arrêter de tournage pour faire ce film. J'ai pas cherché à faire... Juste, avant que vous interveniez, entendre le docteur Astrid Stuckelberger, qui est avec nous en ce moment. Vous dites dans le documentaire que l'OMS n'aurait jamais recommandé le port du masque. Vous maintenez? Absolument, parce qu'au moment du tournage et au moment du film, l'OMS, jusqu'au 20 octobre, n'a pas recommandé le masque, est basé sur des recherches scientifiques. Et d'ailleurs, dans le règlement sanitaire international qui a été signé par tous les États, dont la France, vous pouvez voir que dans l'histoire des coronavirus, parce que ce n'est pas le premier coronavirus, eh ben, on n'a jamais obligé un masque. C'est historique. C'est une histoire de santé publique historique. Et je suis contente, juste pour faire encore une remarque avant, c'est que cette émission, ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, grâce au film, on ouvre un débat avec des scientifiques, pas qu'avec des politiques. On ne fait pas de complot dans la science. On pose des faits, on fait des hypothèses. La science, elle évolue et c'est le propre de la science. Et surtout dans les pandémies, on ne connaît pas le virus. On l'a d'ailleurs toujours pas isolé et étudié sa contagiosité. Donc, on est encore un peu dans le bleu dans toute cette histoire. Et la science, elle est justement là pour faire un débat entre scientifiques pour trouver un consensus où la politique ne se mêle pas autant que ce qui est la situation actuelle. C'est absolument incroyable. Merci. J'aimerais avoir la réponse d'un scientifique à une scientifique. Docteur Marty, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Le port du masque. Sur les masques. Mais sur le port du masque, c'est tellement idiot, excusez-moi le terme, mais... Pas tous les médecins sont scientifiques. D'abord, on nous sort une boîte où il y a marqué, comme sur toutes les boîtes, effectivement, le masque ne protège pas des infections. Pourquoi? Il faut se rappeler pourquoi, quand même. Quand on porte un masque plat, ce masque plat est ouvert, il n'est pas clos, d'accord? Donc si vous avez un virus en suspension, il est évident que ce virus peut passer et que vous pouvez le respirer. Mais ce n'est pas pour ça qu'on porte le masque. Depuis le début, on porte un masque qui a un but d'écran. C'est-à-dire que son but, c'est d'empêcher une personne porteuse asymptomatique d'aller contaminer son vis-à-vis. Bon, à partir de là, on a cet écran et donc on diminue la charge virale qui est en l'air. Différentes études, qu'elles soient américaines, qu'elles soient celles du service de santé des armées suisses, ont montré que quand vous baissez la charge virale, vous diminuez le risque de faire une pathologie grave parce que vous respirez moins d'inoculat viral. Et ce qui s'est passé pour les médecins, notamment dans l'Est, qui étaient privés de masques, c'est que ses confrères ou ses consoeurs ont examiné des patients qui étaient souvent porteurs asymptomatiques, ils ont respiré de fortes charges virales, de façon répétée parce qu'ils ne se protégeaient pas, ils ont fait des formes graves et certains en sont morts. Donc le masque empêche cela. Et quand on dit qu'il y a aérosolisation, laissez-moi, je ne vous ai pas interrompu, madame. Quand on dit qu'il y a aérosolisation, et c'est ce que nous disions dès le mois de mars, on comprend que les soignants doivent porter des masques FFP2 parce que ceux-là sont clos, et donc ils se protègent dans le sens excréteur vers celui qui reçoit l'excrétion. Mais le masque en lui-même, le masque notamment le masque plat ou les masques en tissu, sont là uniquement pour faire écran, barrage en quelque sorte, à l'excrétion du virus, et donc sont utiles, voire fortement utiles et indispensables, dans la protection par rapport à cette pathologie.
Merci, docteur Marty. J'aimerais vous entendre, Coralie Dubost, sur ce sujet précisément, puisqu'il est également très politique. Il y a eu quelques revirements dans la communication autour du masque au début. Il est passé d'accessoire à obligatoire. Qu'avez-vous à répondre ? Dans le cas d'une crise épidémique, évidemment, les données évoluent avec la science, évoluent avec la façon dont l'épidémie se répand, évoluent en consolidation des données internationales de nos pays voisins, de l'OMS notamment. Donc bien évidemment qu'il y a des évolutions. Et si vous cherchez un gouvernement sur la planète qui aura été parfait, vous n'en trouverez pas. Bien évidemment qu'il peut y avoir des dizaines de décisions par jour sur des centaines de jours. Bien évidemment qu'il peut y avoir des erreurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il peut y avoir manipulation. Et vouloir biaiser complètement une action publique pour parler et construire une théorie du complot qui, en plus, il faut quand même le souligner, ce qui est assez extraordinaire avec ce film, je trouve qu'il est à la croisée des chemins entre le complotisme et le populisme. Parce que, en plus de fabriquer une théorie fausse à partir de données fausses, avec un raisonnement erroné, avec des personnes au CV qui sont plus que douteux, comme ça a été expliqué tout à l'heure, il est aussi en train de construire une idéologie, un véritable projet politique, où vous auriez une élite contre le peuple, une autre entité, le peuple. Et il organise des divisions, ce qui est le propre du populisme et qui d'ailleurs nourrit les partisans d'extrême droite comme d'extrême gauche. Et ça, je trouve qu'en termes de démocratie, si vous voulez, c'est d'une dangerosité immense et puis c'est une injure faite à l'intelligence de nos concitoyens. Documentaire complotiste, Attendez. vous répondez quoi? Avec du coup une absence de contradicteurs. Mais quand on vous reproche... Attendez. C'est un point de vue. Reproche d'être complotiste. Et de ne pas avoir... Expliquez-moi ce que c'est qu'un complotiste, parce que sincèrement... Pour vous, c'est un documentaire complotiste? Non, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Mais oui, ça répond, parce que c'est un film à thèse. Vous défendez la thèse d'un complot mondial criminel. Je ne défends rien, monsieur. Si, c'est clair. Mais non, je ne défends Assumez au moins votre propos. Mais j'assume complètement mon propos. Votre propos, c'est celui-là. On regarde ce film et à la fin, si on vous suit... Ça, c'est votre perception. Vous mettez même en scène dans le film, à un moment, on vous voit, on Très bien. vous Et qu'est-ce que je dis dans le film ? Si film on vous suit, et vous nous prenez d'ailleurs par la main, en 2h40 au début, vous enchaînez. C'est le propre d'un documentaire cinéma. Mais pour moi, sont des fausses informations, et pas seulement pour moi d'ailleurs. Et après, dans la deuxième partie du film, effectivement, on part dans les strates du complotisme le plus échevelé, et qui sont des thèses qu'on connaît bien, qui ont une histoire, qui ne tombent pas du ciel, qui ne sont pas nées avec la Covid-19. C'est des thèses qui datent des années 50 au moins. Le nouvel ordre mondial, le complot mondialiste, etc. Quand vous parlez... Pardon, mais juste... Quand vous incriminez Bill Gates, les Rockefeller, le Bilderberg, le Forum de Davos et Jacques Attali, quand vous expliquez que la CIA avait tout prévu il y a plus de 10 ans, que tout ça est en circulation depuis des années. Il y a une littérature sur ça, si vous voulez. Donc c'est pas moi qui le dis même. Moi, je suis tributaire des politologues, des historiens, des sociologues qui travaillent sur ces questions-là depuis des années, en langue française, en langue anglaise, qui ont produit des choses là-dessus. Ça existe. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Non. Vous défendez l'idée d'un complot mondial sans en apporter la preuve, et en plus... Vous pourriez dire on n'a pas les preuves, mais en plus ça n'est pas plausible. C'est pour ça que ça répond à la définition de complot. Attendez, là vous êtes en train de dire qu'il y a des choses qui existent depuis 50 ans que j'ignorais. Oui, j'ai pas votre culture, j'ai pas vos connaissances. Quand j'ai commencé ce tournage... C'est dans la presse, monsieur, quand même. Pardon ? Laissez la liberté au réalisateur que je suis d'avoir un propos. Mon point de vue, dans un premier temps, laissez-moi terminer, un documentariste, il fait un point de vue. Vous reprochez à des documentaristes d'avoir des points de vue? Non, moi j'ai fait un documentaire et j'avais un point de vue. Moi j'aimerais, s'il vous plaît, pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit, qu'on regarde justement un extrait où il est question de ce complot, il est question de ce qu'on appelle la grande réinitialisation ou Great Reset. Et je vous propose d'écouter justement les propos de Monique Pinson-Charlot, qui est une sociologue éminemment connue en France, ancienne directrice de recherche au CNRS. J'aimerais qu'on l'écoute et qu'on en reparle après. Comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains. Alors je précise que cette dame s'est désolidarisée du documentaire depuis qu'il a été diffusé. Vous vous êtes posé des questions quand une de vos intervenantes comme ça, au même titre que l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, se désolidarise du travail que vous avez fait en disant... Je réalise juste, je mesure juste la pression que ça a été d'avoir cette pluie de calomnies, d'insultes comme complotistes, antisémites, antisionistes,
Enfin, il manquait pas grand-chose. Donc oui, ils ont vécu une pression énorme. Elle ne pourrait pas regretter ses propos et maintenant- juste avoir perçu dans ce documentaire des choses qu'elle n'avait pas perçues quand elle n'avait pas le recul nécessaire. Vous savez, j'ai envoyé ce que personne ne fait en télévision, ni même au cinéma. J'ai envoyé mon film 5 jours avant, d'accord? En leur disant, écoutez, voilà le film que j'ai fait en toute bonne foi. Regardez-le, dites-moi s'il y a des choses qui vous gênent ou voilà. Si monsieur Philippe Douste-Blazy ou madame Charlot m'avait dit, écoutez, moi je ne veux pas apparaître dans ce film, il n'y aurait pas de problème, je les aurais retirés. J'ai eu aucune réponse de leur part, d'accord? Et donc ça, je pense, personne ne fait ça en télé. Je suis en toute transparence. Vous savez, je suis libre, je suis indépendant, je travaille seul, j'ai une toute petite équipe. Qu'on n'aille pas me chercher. Enfin, je pense être la personne le plus respectueux des propos des gens qui sont venus sur le plateau. Et moi, je me demande aujourd'hui, sur les 30 personnes, il y en a encore 28 qui sont là. Alors qu'ils se font insulter, parce que c'est une insulte, monsieur. Moi, c'est une insulte pour moi. Il faut que vous l'entendiez, ça. C'est une insulte pour moi d'être taxé de complotiste. Ça peut se comprendre. Parce que j'ai juste ouvert des portes que je... Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que quand vous entendez Monique Pinson-Charlot qui parle d'Holocauste, qui parle de vouloir faire disparaître 3,500 millions, ça vous alerte pas, quoi? Vous dites c'est normal. C'est mon propos. Je le mets dans mon film. C'est mon propos, c'est le sien. C'est une personne quand même qui est reconnue. Elle parlait du Great Reset, justement. C'était en lien avec le Great Reset. Qui annonce mais vous le cautionnez, ça, quand vous le mettez dans votre film. Vous êtes au courant, quand même. Vous cautionnez cette chose-là. C'est-à-dire que quelqu'un vous dise, on est dans un holocauste mondial, on va faire disparaître 3,5 milliards. C'était effectivement, je vais aller sur cette route, je vais réhabiliter le virus. Si le virus avait été naturel, il n'y aurait aucun problème. Il est naturel. Alors, justement, sur cette histoire de virus naturel ou pas, il y a deux, pardon. Dans le documentaire, vous dites exactement ce que vous révélez. Vous dites très clairement que le virus aurait été inventé. L'un de vos intervenants annonce que le virus a été inventé par l'Institut Pasteur. Par qui a été fabriqué? Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé. Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur vous poursuit en diffamation. C'est très bien. Vous le saviez? Très bien. Non, pas du tout. Mais c'est pas moi qui dis que le virus a été créé par l'Institut Pasteur. C'est pas Pierre Barnarias. Pierre Barnarias, il n'y connaît rien. C'est juste un réalisateur, un artiste. D'accord? Juste, on rappelle. Attendez. Je vous en prie. Attendez, dans le film, il y a une Fourtillant, je l'ai rencontré il y a 3 mois, d'accord? Quand j'ai rencontré ce bonhomme et je lui dis, est-ce que tu as des preuves, machin, il m'a expliqué. Je lui dis, ça s'écoute, c'est quelqu'un qui est spécialiste des brevets. C'est quelqu'un qui est... quelqu'un de condamné. Pourquoi riez-vous? Expliquez-nous. Parce que... riez, mais parce que si vous voulez... Non, mais parce que si vous voulez, Jean-Bernard Fourtillant est un pharmacien bien connu du mouvement anti-vax, qui va jusqu'à dire qu'il y a un massacre imposé à tous les enfants nés en France depuis le 1er janvier 2018, c'est-à-dire depuis qu'on a rendu obligatoire les vaccinations, qui s'est rendu coupable d'essais illégaux. Mais voilà le genre de personnes sérieuses. Attendez. Vous employez. Non, mais attendez, un instant. Mais voilà, mais il faut le savoir, il faut regarder le CV, monsieur. Attendez, c'est quoi ces essais illégaux? Bon, monsieur, si vous venez dans une émission pour parler de votre film, la moindre des choses... On va donner la parole à Coralie Dubost qui aimerait intervenir. On vous écoute, madame. Manifestement, vous ne connaissez pas vos dossiers, vous ne connaissez même pas les CV. On écoute Coralie Dubost, s'il vous plaît. Je vous remercie parce que, messieurs, ça fait... S'il vous plaît, messieurs... Allô, oui, ça fait un petit moment que j'essaie d'intervenir et je ne peux pas dans vos débats, donc je vais essayer de synthétiser parce que j'aurais aimé pouvoir répondre à plusieurs des choses que vous avez évoquées, mais je ne vais pas revenir en arrière. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis le début de cette émission, Monsieur Barnarias, je vous écoute très attentivement et à chaque fois que vous prenez la parole, du moment de la présentation de votre film jusqu'à l'instant, vous vous défaussez toute responsabilité, vous vous positionnez en victime. Ah mais je savais pas, ah mais c'est pas moi qui dis, ah mais c'est le médecin qui dit, ah mais c'est le sociologue qui dit, ah mais moi j'ai juste mis dans ma caméra ce que les gens ont dit. Mais enfin, vous n'êtes pas un inconscient, vous avez déjà fait des films dans votre vie. J'imagine que vous avez des heures et des heures et des heures de rush, des heures et des heures d'enregistrement avant de choisir les montages que vous avez faits, les coupures, les enchaînements. Mais j'assume complètement les points de vue qui sont partagés dans le et qui créent une articulation logique. C'est un choix. Ne vous positionnez pas comme victime. Arrêtez de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Je découvre, je ne savais pas que Jacques Attali, je ne savais pas que Davos. Vous êtes responsable quand vous construisez un film, vous êtes responsable quand vous le présentez au public.
à minima, assumez ce que vous avez créé. C'est votre œuvre. Attendez. C'est votre choix. Mais je l'assume complètement. Arrêtez de dire que vous êtes victime des propos des autres. Ça, c'est vraiment insupportable. Et c'est typique, en plus, de cette fameuse logique complotiste que vous réfutez. C'est-à-dire, vous êtes en permanence d'en rejeter la faute sur l'autre. Mais c'est aussi la logique complotiste que d'aller chercher un grand complot international ou local, finalement, peu importe, mais un autre responsable que le réel, parce que le réel serait trop difficile. Mais ne soyez pas dans la fuite du réel. Le réel, c'est que vous avez construit ce film de façon volontaire et consciente. Oui, absolument, mais je ne rejette absolument rien des propos qui sont tenus par le film. Je dis juste les propos sont tenus par des films, par des personnes compétentes. Moi, j'aimerais savoir qui regarde ce documentaire et est-ce qu'il y a un danger ? Mais si vous voulez, le danger est dans le propos que j'estime manipulatoire de ce documentaire, qui est, encore une fois, c'est la nitroglycérine, ça joue avec un imaginaire paranoïaque, complotiste, qui, à travers l'histoire, a eu des conséquences, et des conséquences funestes. Donc je le dis, c'est par inquiétude, c'est pas, il n'y a rien de personnel, vous comprenez, c'est vraiment problématique. Donc les gens qui le regardent, il y a des gens comme moi qui le regardent parce qu'ils sont critiques, il y a des gens qui regardent ça parce qu'ils sont fascinés, ils trouvent ça ils sont curieux, etc. Il y a des gens qui vont tomber dedans, qui vont épouser cette thèse et que ça va enfermer dans la confirmation de ce qu'ils pensaient. Voilà, encore une fois, je vous le dis, c'est pas un succès artificiel, il y a une vraie demande sociale, et c'est cette demande sociale de complotiste qui m'inquiète. Est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux. Salut à tous. Je vous propose d'écouter Monsieur Harvey Risch, professeur d'épidémiologie à l'école de santé publique de Yale, auditionné par le Sénat américain le 19 novembre 2020. Celui-ci va vous révéler, une fois de plus, comme de nombreux scientifiques, quelque chose que vous n'entendrez pas sur France Info, à savoir qu'il n'y a plus aucun doute sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Alors, n'étant pas capable de vous faire la traduction moi-même, vous allez devoir vous contenter du sous-titrage proposé par YouTube que je vous ai inséré dans la vidéo. Malheureusement, cette traduction n'est pas terrible, mais comme on dit, faute de grive, on mange des merles. So in doing my research, I sought to obtain reports of every study of every medication pertaining to early treatment of high-risk outpatients. I monitor the literature daily, which is a task. And what I have found is actually remarkable. What I've observed is that while there have been positive reports of a number of drugs, every study of the outpatient use of one particular drug, hydroxychloroquine, with or without accompanying agents, has shown substantial benefit in reducing risks of hospitalization and mortality. So what did I find when I investigated hydroxychloroquine in early use among outpatients? Right. The first thing is that this drug is extremely safe, exceedingly safe. We know this from common sense. This is a medication that's been used for 65 years by hundreds of millions of people in tens of billions of doses worldwide, prescribed without routine electrocardiogram screening. It's given to adults, to children, pregnant women, nursing mothers. Such a drug must be safe, and it must be safe when used in the initial viral replication phase of this illness, which is in fact, in outpatients, initially similar to a cold or flu. And so, could you please put the Lane paper and its supplement into the evidence, into the record? This is a paper showing of more than 900,000 hydroxychloroquine users that showed no excess mortality and no increased cardiac arrhythmias. And also, please put into the record my article from the American Journal of Epidemiology where I discuss the Lane paper. So, in spite of the safety, surprisingly, in July, the FDA posted a warning against outpatient hydroxychloroquine use on its website, and they did this while at the same time the FDA actually had no systematic evidence of adverse events in outpatients, and the website itself says that it justifies the warning based on evidence that it had in hospital patients. It justified it for use in outpatients, which is what I said before was invalid. There are now 7 studies of early use of hydroxychloroquine in high-risk outpatients, and every one of these studies has shown significant benefit. This includes 636 outpatients in Sao Paulo, Brazil, 199 clinic patients in Marseille, France,
717 patients in a large HMO network in Brazil, 226 nursing home patients in Marseille, more than 1,200 outpatients in New Jersey, 100 long-term care institution patients in Andorra, and almost 8,000 patients across the entire country of Saudi Arabia. All of these studies showed about a 50% or greater reduction in risk of hospitalization or death. And in fact, the Saudi study was, as I said, a national study, and it demonstrated a 5-fold reduction in mortality for hydroxychloroquine plus zinc, the two of them used together, versus zinc and standard of care alone. And none of these studies have shown a single fatal cardiac arrhythmia among the thousands of patients that were treated in these studies that was attributable to hydroxychloroquine. And in fact, in addition to this, there have been 6 outpatient randomized controlled trials. We've heard a lot about this. These trials individually were small and incomplete and were stopped early, but together, when analyzed together, as we did, they show a statistically significant reduction in risk, and that's what matters. So that's the Ladapo paper, if that could be entered into the record also. So this body of evidence for hydroxychloroquine dramatically outweighs the risk-benefit ratio for remdesivir, for monoclonal antibodies, and for the difficult-to-use bamlanivimab that FDA has approved for emergency use authorizations while denying the emergency use authorization for hydroxychloroquine. This is an egregious double standard that FDA did on hydroxychloroquine that needs to be overturned immediately and its emergency use authorization application approved. I'm restating that every outpatient study of hydroxychloroquine has shown benefit. There are no studies, as far as I know of as of last night, that are of high-risk use in outpatients that do not show benefit at all. So now we've spent the last 6 months with formal government policies and warnings against outpatient treatment. The government has invested very large amounts in vaccines and expensive new treatments which have yet to be proven, while there's been almost no support for evaluating inexpensive but useful medications. 250,000 Americans have died from this mismanaged approach. And even if we find that the vaccines eventually work effectively and safely, as we all hope, myself included, people will still get sick and die, and early outpatient treatment is still and will be continuing an essential part of ending this pandemic. Thank you very much. Le virus est trop petit pour qu'un masque comme ça le retienne. Donc il peut passer à droite, à gauche, partout. Vous voyez comme c'est un mythe, c'est aussi symbolique de mettre le masque. On vous empêche de parler, parce que les médecins mettent le masque et ils ne peuvent pas parler à leurs patients. On vous empêche de respirer. Et ça, c'est assez grave. Hein. À l'hôpital de Fribourg, il y a des nouveaux cas chez les jeunes de pneumothorax, la plèvre se détache, qui est très grave. Où on se dit, mais c'est dû au masque, on ne comprend pas il va y avoir des nouvelles maladies à cause de ce qui est arrivé. Les masques, les consultations médicales mentales à cause de tout ce problème de masque, mais aussi derrière les oreilles, des furoncles, la peau, et tout ce qui est régurgité. Donc on va voir plus tard, malheureusement, mais là, ça fait aucun sens. La meilleure protection, c'est laver les mains et la distance, ce qu'on fait déjà naturellement. Et le manque de soleil l'hiver empêche la vitamine D qui est importante. Mais justement, alors l'immunité, on n'en a pas parlé là, mais l'immunité avérée, 3 choses. C'est le zinc qui est donné avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, la vitamine C et la vitamine D3. Et si vous pouvez mettre du K2, ça aide à l'absorption. C'est les nouvelles recherches scientifiques avec du K2 que vous ne trouvez pas comme ça, il faut demander. Écoutez, moi, ce que j'ai observé, et pas seulement à l'Université de Genève, ailleurs, c'est que oui, on peut gonfler un CV alors qu'on n'a fait que quelques diplômes. On peut gonfler puis mettre une ligne fausse et une autre ligne. Et j'ai vu ça. J'ai des personnes qui ont été des étudiants et ça n'a pas de sens. Ou mettre en valeur une qualité alors qu'ils n'ont pas, ils ont juste eu une fois un rapport et ils disent qu'ils étaient experts dans le rapport. Vous cherchez le nom, il n'est pas là le nom. Vous voyez, il y a des petites subtilités. Il y a une autre subtilité, c'est que par exemple en médecine, il y a au moins, vous mettez un article scientifique à impact factor, ils disent impact factor, mais maintenant ça a moins de validité. Et il y a au moins 10 médecins qui signent, ou 10 chercheurs, et ils n'ont pas tous écrit. Les 10, c'est indécent. Ils ont participé à la recherche, donc on doit aussi commencer à changer ça.
c'est-à-dire qu'il y a l'équipe de recherche, mais celui qui écrit doit être mis en premier. Et le professeur, il ne doit pas être dans ceux qui ont écrit. Il y a des choses qui ne sont pas éthiques qui se passent en sciences. Et moi, j'ai fait un rapport qui est pour l'instant interne, mais qui est assez bien répertorié sur toutes les déficiences dans le système scientifique qui ne sont pas éthiques. Dans l'article du Lancet, là, qui était contre l'hydroxychloroquine, vous avez quelque chose à dire? Bah, écoutez, c'est quand même dingue. Le Lancet est justement Impact Factor. Le gars, il est toujours à l'OMS. C'est lui qui est l'éditeur en chef. C'est pas le premier problème qu'il y a eu. Et puis, ça montre à quel point le comité éditorial a laissé passer des faux auteurs pas scientifiques.